Nous allons voir aujourd'hui comment configurer le protocole SSH au niveau du simulateur Packet Tracer. Donc pour faire simple, le protocole SSH est un protocole qui permet un accès à distance de manière sécurisée. On avait vu hier toutes les notions concernant ce protocole, quelles sont les problématiques qu'il permet de résoudre, notamment bypasser l'attaque de type man in the middle. Et donc la faille du protocole Telnet, c'était l'envoi de données en clair. Au niveau du protocole SSH, on a maintenant un envoi de données chiffrées, et on a aussi de nouveaux mécanismes d'authentification et de nouveaux services comme le transfert de fichiers. Et donc le protocole SSH, c'est le protocole à utiliser et à privilégier par rapport au protocole Telnet. On a vu aussi vers la fin comment le configurer. Donc il y a certains paramètres à configurer, et donc la configuration elle est un peu plus complexe que celle du protocole Telnet parce qu'il faut configurer des paramètres en relation avec l'aspect sécurité. Alors on va commencer par montrer comment configurer le protocole SSH au niveau d'un commutateur et comment justement accéder à la ligne de commande du commutateur à distance via le protocole SSH. Donc on va créer une topologie constituée de 4 équipements terminaux reliés par un commutateur, et donc ici on a une topologie physique en étoile. On relie le commutateur aux 4 équipements terminaux via un câble Ethernet droit, parce que le commutateur est de niveau 2 et les équipements terminaux sont de niveau 4. Maintenant il faut opter pour un réseau logique. On va opter pour l'adresse réseau 192.168.1.0/24. Donc 1.1 pour le premier PC, 1.2 pour le second, etc. Donc, bien qu'on puisse opter pour n'importe quelle adresse au niveau de la plage, l'essentiel c'est de ne pas dépasser le 1.254, 1.3 et 1.4. Voilà. Maintenant, on va configurer et activer le protocole SSH au niveau du commutateur. La première des choses à faire, c'est de brancher le commutateur avec un des équipements terminaux, ou bien un équipement de niveau 7 qui va permettre la configuration, via un câble console. Donc ça, c'est primordial. Donc, pour activer ce protocole, il faut se brancher en console, et dès que le protocole est activé et fonctionnel, là on n'a plus besoin du câble console, et donc on peut même se connecter au commutateur à distance. La deuxième étape consiste à ouvrir Terminal, le logiciel Terminal au niveau du terminal de configuration, mettre un débit égal à 9600 bits par seconde et un contrôle de flux aucun. Et là on a accès à la ligne de commande du commutateur. Comme vous le voyez, on est au niveau du mode utilisateur simple, donc switch supérieur. Alors, il faut d'abord, donc la première des choses à faire, c'est de créer une paire de clés asymétrique RSA. Donc la paire de clés, ça va servir à justement chiffrer et déchiffrer. Donc la clé publique servira au chiffrement de données, la clé privée va servir au déchiffrement des données, et à noter que il y a une relation mathématique entre la clé privée et la clé publique. C'est-à-dire que si quelqu'un vous chiffre une donnée avec votre clé publique, vous êtes le seul à pouvoir déchiffrer cette donnée avec votre clé privée, parce qu'il y a une relation entre les deux. Pour la clé publique, elle est connue par tout le monde, et c'est celle qui va servir à vous envoyer des messages chiffrés. Donc si quelqu'un veut communiquer avec vous, il doit prendre connaissance de votre clé publique pour justement vous chiffrer les données. Ensuite, dès que vous recevez ce message, vous serez le seul à pouvoir déchiffrer le message qui vous a été envoyé. Si d'autres personnes essayent de déchiffrer avec leur propre clé privée, ça ne marchera pas. Vous êtes le seul à pouvoir déchiffrer vos données. La clé privée, bien sûr, elle doit être confidentielle. Vous devriez être le seul à la connaître. Donc pour configurer et activer des clés, il faut se positionner bien sûr en mode de configuration du terminal. Alors la commande, c'est crypto key generate RSA. Au niveau du simulateur et au niveau des équipements Cisco, on ne peut que générer des paires de clés asymétriques RSA. Notez qu'il y a divers cryptosystèmes asymétriques. Donc il y a le cryptosystème Elgamal, il y a le cryptosystème à base de courbes elliptiques, il y en a plein.
Et donc, au niveau du simulateur, il y a uniquement RSA qui est pris en considération. Regardez, si j'appuie sur point d'interrogation, il y a uniquement RSA. RSA, voilà. Qu'est-ce qu'on me dit? Please define a hostname other than switch. Donc, il faut impérativement changer le nom d'hôte par défaut du commutateur pour pouvoir générer une paire de clés RSA. Donc, on va changer ce nom d'hôte via la commande hostname et on va le nommer mon commutateur. On peut nommer comme on veut. On réexécute la commande qui permet de générer les clés. Et cette fois-ci, on nous dit please define a domain name first. Donc, pour pouvoir générer une paire de clés RSA, il faut impérativement définir ou bien attribuer au commutateur un nom d'hôte et un nom de domaine. Ces deux paramètres, ces deux informations vont justement servir à la génération des clés. Alors, pour définir un nom de domaine, c'est via la commande ip domain-6 name, et là on va donner le nom de domaine. Par exemple, l3gtr.dz. On peut donner ce qu'on veut. On reteste maintenant la commande qui permet de générer la paire de clés. Et là ça marche. On nous demande maintenant de choisir la taille du modulo en bits. Donc plus la taille du modulo est grande, plus robuste est notre cryptosystème si on veut. Donc le modulo c'est le N utilisé au niveau du cryptosystème RSA. On ne va pas entrer dans les détails. Sinon, il faut opter toujours pour un modulo assez grand. On va opter par exemple pour 2048 bits. Pardon. 2048. Voilà. À ce stade, nos paires de clés sont générées. On a une clé privée et on a une clé publique. La deuxième étape maintenant, qui est en rapport avec l'authentification, c'est de définir un compte utilisateur local. Rappelez-vous au niveau du protocole Telnet, on se connectait en Telnet via un mot de passe défini au niveau des lignes virtuelles. Et ça, ce n'est pas bon parce que ça sera un mot de passe qui sera partagé par tout le monde. Et donc, tous ceux qui veulent administrer le commutateur n'ont juste qu'à saisir un mot de passe. Pour SSH, ce n'est pas le cas. On se connecte via un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et donc, l'idée serait de créer autant de comptes utilisateurs pour les personnes qui sont censées administrer le commutateur à distance. Donc la commande c'est username. Donc là on va définir le nom d'utilisateur. Avant ça, regardez, il y a un petit message système qui est affiché et qui nous dit SSH 1.99 has been enabled. Donc en générant les paires de clés, le protocole SSH est par défaut activé. Alors, username, là on va donner le nom d'utilisateur. Par exemple, GTR. Et là on a privilege. On va donner, regardez, si j'appuie sur point d'interrogation, nous avons des privilèges allant de 0 jusqu'à 15. Donc 0 il n'a aucun contrôle et 15 il aura un contrôle total. On peut le faire comme on peut aussi ne pas le faire. On va lui donner un contrôle total. Ensuite, si j'appuie sur point d'interrogation, j'ai soit password, soit secret. Donc on l'a déjà vu hier, c'est la même chose, ça permet de spécifier un mot de passe pour notre compte utilisateur, sauf que password va sauvegarder le mot de passe en clair au niveau des fichiers de configuration, tandis que secret ne va pas stocker le mot de passe en clair au niveau des fichiers de configuration. Et le petit inconvénient, peut-être, c'est si on oublie le mot de passe de notre compte utilisateur, là il faut carrément faire un reset parce qu'on ne peut pas le retrouver. Ou sinon, au pire, créer un nouveau compte utilisateur, tout simplement. On va opter pour secret et on va donner toujours GTR pour faire simple. Voilà, là j'ai créé un compte utilisateur. Je peux créer autant de comptes utilisateurs que je veux. Troisième étape consiste à activer le protocole SSH. Donc on peut saisir cette commande au choix. Pourquoi? Parce que déjà, SSH a été activé par défaut lorsqu'on a généré la paire de clés RSA. Alors, la commande c'est ipssh version. Et là, regardez, quand j'appuie sur point d'interrogation, j'ai soit la version 1, soit la version 2. Bien sûr, il faut opter pour la version 2. On avait déjà parlé hier des différences qui existent entre les deux versions. Donc, la version 2, par exemple, prend en charge plus de cryptosystèmes que la version 1. La version 2 est compatible avec la version 1, tandis que la 1 n'est pas compatible avec la version 2, etc. Donc, on a vu certaines différences qui existent entre les deux. Et bien sûr, il faut toujours utiliser
la dernière version. Il faut maintenant configurer quelque chose qui pourra identifier au niveau de notre réseau notre commutateur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut accéder à distance via le protocole SSH, il faut taper une commande du style SSH avec ses paramètres suivis de l'adresse IP. Il faut toujours spécifier une adresse IP. Comme le commutateur ne possède pas d'interface physique où on peut lui attribuer des adresses IP, il faut tout simplement lui créer une interface virtuelle. Donc interface VLAN 1. Au niveau de cette interface, on va attribuer une adresse IP. Alors IP adresse, bien sûr il faut attribuer une adresse qui fait partie du réseau logique où se trouve notre commutateur, donc 192.168.1.20 par exemple, avec le masque /24, et ensuite il faut activer la commande, l'interface via la commande no shutdown. Voilà, elle est activée, et donc notre commutateur sera accessible ou sera identifié via cette adresse IP. Donc on va faire un SSH, plusieurs paramètres, suivi de 192.168.1.20 veut dire qu'on veut accéder à distance via le protocole SSH au commutateur. Bien sûr maintenant, il nous reste à configurer les lignes virtuelles, donc celles où il y aura la transmission des commandes saisies au niveau du terminal pour administrer le commutateur. Donc line VTY, donc là aussi c'est le nombre de lignes à configurer. Donc au total on a 16 lignes, donc on peut aller de 0 jusqu'à 15, comme on peut aussi configurer certaines lignes au niveau du commutateur, et donc ça permet de limiter le nombre d'accès concurrents. Si je configure par exemple 1, 0 jusqu'à 2, veut dire que je vais configurer la ligne 0, 1 et 2. Et donc au maximum il y aura 3 accès concurrents en SSH au niveau du commutateur. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas y avoir une quatrième personne qui pourra configurer de manière simultanée notre commutateur. On va configurer 3 lignes. Alors, au niveau de Telnet, qu'est-ce qu'on avait l'habitude de saisir? On avait l'habitude de saisir password, le mot de passe pour l'accès Telnet. Là, on ne va pas saisir cette commande parce que on a déjà créé des comptes utilisateurs. Donc, on va forcer au niveau de ces lignes à utiliser que le protocole de communication SSH. Donc, ça sera via la commande transport input. Regardez quand j'appuie sur point d'interrogation, j'ai all, j'ai none, j'ai SSH et Telnet. Moi, je vais forcer, bien sûr, à ce que ce soit uniquement le protocole SSH qui soit utilisé au niveau de mes lignes virtuelles. Et là, maintenant, il faut activer le protocole SSH. Donc, c'est une commande du style login. Mais si je saisis uniquement login, là, il faudra mettre un mot de passe au niveau des lignes virtuelles. Donc, login, c'est la commande qui permet d'activer le protocole Telnet. Pour activer le protocole SSH, je vais saisir la commande login local. Login local veut dire que l'authentification va se faire de manière locale, c'est-à-dire qu'on va se baser sur les comptes utilisateurs créés. Pourquoi? Parce que SSH permet une authentification un peu plus complexe et un peu plus diversifiée que Telnet. On peut par exemple s'authentifier via un compte qui existe au niveau d'un serveur d'authentification, ou bien un système de tickets Kerberos, etc. Et donc on n'est pas limité par ce schéma de mot de passe uniquement. Et là je vais opter pour un login local parce que mes comptes utilisateurs se trouvent au niveau du routeur, ils ont été créés au niveau du commutateur, pardon. C'est des comptes qui sont locaux. Voilà, donc là on a terminé avec la configuration du protocole SSH. On essaie maintenant de se connecter à distance en utilisant le protocole Telnet. Donc là on va enlever le câble console, on va plus l'utiliser. Et là je vais au niveau du PC, au niveau du CMD, et je tape la commande SSH-L pour local. Là ça sera le nom d'utilisateur, GTR, et là ça sera l'adresse IP du commutateur. Voilà, on me demande le mot de passe correspondant au compte utilisateur GTR. On avait mis GTR. Voilà, je suis au niveau de mon commutateur. Qu'est-ce qu'on remarque? On est au niveau du mode utilisateur privilégié directement. Pourquoi? Parce qu'on a un compte avec un privilège total. On avait mis privilège 15 et donc il n'a pas besoin d'un mot de passe
pour l'accès en mode utilisateur privilégié. Et là, si on veut, c'est pas la peine de mettre le enable. Maintenant, si on avait par exemple un compte utilisateur simple, on va essayer de le configurer ici justement. Donc, configure terminal. Là, on va créer un nouveau compte utilisateur. Donc, username. Là, on va le nommer L2GTR, L3, L2. Directement secret L2GTR. On ne va pas donner de privilège. Et on va au niveau de ce PC essayer de se connecter en SSH via ce compte. Donc SSH-L L2GTR, adresse IP du commutateur. Mot de passe L2GTR. Regardez, on est au niveau du mode utilisateur simple. Et quand je tape la commande enable, il me dit no password set. Et donc, il faut saisir une commande qui permet justement d'attribuer un mode utilisateur pour le passage, un mot de passe pour le passage du mode utilisateur simple au mode utilisateur privilégié. Donc on va le faire au niveau de PC1. Et là, ça sera enable pass, secret. Et là, on va nommer notre, on va donner un mot de passe, par exemple SSH en minuscule. Voilà. On va essayer maintenant de taper enable cette fois-ci. Voilà. SSH. Voilà. Et là, je peux accéder en mode de configuration du terminal. On essaye maintenant de créer, si on veut, 3 connexions pour voir si la 4e sera refusée. Donc SSH-L GTR. Voilà. Là, c'est le 3e utilisateur. 4e utilisateur. SSH-L GTR aussi. .1.20. Regardez, quand je tape le mot de passe, ça ne veut pas rentrer. J'ai tapé le bon mot de passe, mais on ne me donne pas le droit d'accéder en SSH, parce qu'il y a 3 déjà qui sont en train d'accéder de manière simultanée, et parce qu'on a déjà configuré uniquement 3 lignes virtuelles. On va maintenant ajouter un deuxième réseau local, et séparer les 2 réseaux locaux bien sûr par un routeur, et on verra si un des PC qui sont distants pourrait par exemple administrer le commutateur qu'on a configuré ici. Donc on ajoute une topologie à peu près similaire, une topologie en étoile constituée de 4 équipements terminaux reliés à un commutateur, et les 2 commutateurs maintenant sont reliés par un routeur, ce qui va permettre de faire en sorte qu'il y ait une interconnexion. Voilà, on va câbler très rapidement parce que maintenant on a pris l'habitude. Voilà, donc on va utiliser que des câbles droits, parce que commutateur avec PC c'est droit, parce que commutateur il est de niveau 2. Commutateur avec PC, c'est aussi des équipements de différents niveaux, et donc il faut opter pour un câble droit. On va opter rapidement pour l'adressage. Donc ça sera, on va opter pour l'adresse réseau 2.0/24, donc 2.1, 2.2, et donc si vous rencontrez des difficultés au niveau de l'adressage, comme je suis en train de le saisir, il faut aller voir des vidéos où on parle où on parle de comment créer un réseau local physique et logique, ou bien comment créer une interconnexion de réseau. Et comme ce n'est pas l'objectif du TP d'aujourd'hui, on les fait, si on veut, de manière un peu rapide. Là, on va configurer notre routeur. On va le brancher par exemple à cet équipement. Voilà. On va accéder à terminal. Et voilà, donc là on va configurer les interfaces du routeur rapidement. Enable, configure terminal, interface fast ethernet 0/0. Donc c'est normalement celle-là. On va lui donner une adresse IP du premier réseau. On va donner 1.10, voilà. On l'allume. On configure la deuxième interface 1/0 en lui donnant une adresse IP du deuxième réseau. Donc 2.10/24 et on l'allume, tout simplement. Alors, on a terminé.
Maintenant, bon, on a oublié aussi les passerelles au niveau des PC, c'est clair. Donc ça sera 2.10 pour ce réseau et 1.10 pardon, pour l'autre réseau. Donc ça, c'est aussi des notions qu'on avait eu l'occasion de voir en détail. Donc il y avait des TP dédiés qui permettaient d'expliquer cette notion de réseau voisin, cette notion de passerelle, etc. Donc la passerelle, en gros, ça permet au terminal de sortir du réseau. Alors ici, ça sera 1.10. On fait des copier-coller pour aller rapidement, justement. Là, c'est aussi 1.10. Et 1.10. Voilà. Et là maintenant, à partir par exemple de ce PC, on va essayer d'accéder en SSH. Donc déjà, il faut que un des trois se déconnecte. Hein. Donc par exemple, celui-là. Voilà. Bon, celui-là, il n'est pas arrivé à se connecter. Voilà. Alors, on va essayer de se connecter au niveau de ce PC. SSH-L L2 GTR 192.168.1.20. Alors, on remarque que ça ne marche pas. On va essayer de le tester en mode simulation pour voir justement où est le problème. Alors, j'ouvre mon CMD et je tape la commande SSH-L L2 GTR, adresse IP du commutateur. Qu'est-ce que je remarque? Il y a des paquets TCP qui sont formés. On avait dit hier que le protocole SSH travaille avec TCP au niveau du port 22. Alors, mes paquets TCP arrivent à sortir du réseau grâce à la configuration de la passerelle. Là, le commutateur, regardez, quand je reviens, il a reçu le paquet TCP du PC, seulement il ne peut pas répondre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cette notion de passerelle lui aussi. Il doit être en mesure de connaître l'adresse IP de l'interface du routeur qui lui permettra justement de sortir du réseau. Et donc là, il fallait bien sûr ajouter une commande. Donc on va l'ajouter en SSH, voilà, du moment qu'on est maintenant familier avec. GTR, configure terminal, et là on va ajouter IP default gateway 1.10 qui est l'adresse IP de l'interface du routeur. On reteste maintenant la connexion SSH à partir d'un PC qui ne se trouve pas au niveau du réseau local où se trouve le commutateur, et là ça marche. Donc L2 GTR. Voilà, je suis au niveau du commutateur. Je tape la commande enable, on me demande le mot de passe d'accès en mode utilisateur privilégié qui est SSH en minuscule. Et voilà, je suis au niveau du mode de configuration du terminal, et là je peux administrer ou bien gérer mon commutateur à distance. On a donc ici terminé la configuration et l'activation du protocole SSH au niveau du commutateur. On passe maintenant à la configuration du protocole SSH au niveau d'un routeur. On va utiliser ce PC pour la configuration. Et donc, bon, le routeur, déjà, il possède une interface physique. Donc, pas la peine de créer une interface virtuelle. On va générer une paire de clés. Donc, pour générer une paire de clés, bien sûr, il nous faut un nom de domaine, hostname, mon routeur, et un nom de domaine, IP domain name. On va le nommer L3GTR.dz. Voilà. Et là, on va générer nos clés. Crypto, key, generate, RSA. On choisit la taille en bits du modulo. On va donner 2048 bits. La paire de clés a été générée. Maintenant, on va créer un compte utilisateur. Username. On va le nommer par exemple SSHR pour SSH router. Vous remarquez que SSH vient d'être activé parce que la paire de clés a été créée et donc il a été activé par défaut. Password, secret, SSHR. Voilà.
On configure maintenant les lignes virtuelles. On va configurer 2, 0 et 1. On va forcer le transport de données uniquement via le protocole SSH. Donc transport input SSH pour interdire telnet et login local pour utiliser les comptes utilisateurs créés au niveau du routeur. Tout simplement. On peut aussi activer SSH, donc c'est la version 1.99 qui vient d'être activée. On peut forcer à ce que ça soit la version 2, donc IPSSH version, et là on mettra 2. Tout simplement, on l'a terminé, on va essayer de se connecter en SSH par exemple à partir de PC9. Donc SSH moins L, le compte c'est SSH R, adresse IP du routeur 1.10. 2.10, bien qu'on puisse accéder en utilisant les deux interfaces. SSH R, enable, mot de passe. Ah, là, on n'a pas saisi un mot de passe. On va le saisir ici, via la commande. Voilà, enable, secret, SSH, enable, comme ça, voilà. On va le saisir ici, SSH, enable, voilà. Donc si, bon, on va essayer de faire en sorte que ce deuxième se connecte, et on verra qu'il ne pourrait pas y avoir plus de 2 accès simultanés. SSH L, SSH R. Cette fois-ci, on va essayer d'accéder par la deuxième interface. 1.10. SSH R. SSH R, enable, SSH enable. Configure terminal. Voilà. Et là, on va tester la connectivité à partir de... Bon, il y a le commutateur qui est connecté. On va essayer ce PC par exemple. Voilà. SSH -L, SSH R, 2.10, SSH R. Là, regardez, SSH R, je n'arrive pas à me connecter. Et qu'est-ce qu'on remarque? On a 3 tentatives de connexion. On peut changer ça. Ça sera via la commande. Donc ça, ce sont des commandes optionnelles. Par exemple, ça sera via la commande IP SSH en mode de configuration du terminal. Authentication retries. Point d'interrogation, regardez, c'est le nombre de tentatives pour s'authentifier. Donc on peut avoir jusqu'à 5. Si par exemple, je vais mettre 1. Et je vais me tromper. Bon là, même si je dis vrai, ça va pas me laisser passer parce que voilà. Donc j'ai saisi une seule fois le mot de passe erroné pour fermer la connexion. Donc on a une seule tentative pour pouvoir retaper le mot de passe en cas d'échec. Donc cette commande nous permet justement de définir le nombre de tentatives qui est par défaut égal à 3. Donc si on configure pas le nombre de tentatives, c'est par défaut c'est égal à 3. Vous pouvez le voir ici lorsque j'ai saisi attendez, voilà, là j'ai saisi 3 fois le mot de passe erroné pour que la connexion soit fermée. Là il a suffi que je saisisse une seule fois le mot de passe erroné pour me voir fermer la connexion. Il y a aussi une commande qui permet de configurer ou bien de limiter le délai d'attente SSH en secondes. Donc IP SSH delay timeout. Voilà, timeout. Point d'interrogation, regardez, c'est le SSH timeout en secondes. C'est-à-dire que si au bout, par exemple, donc par défaut c'est égal à 120. Si au bout de 120 secondes ou bien 2 minutes, je suis inactif au niveau de ma connexion SSH, la connexion est fermée. On va par exemple mettre 4 secondes. Pardon, 4. Voilà. Et là je me connecte. Voilà, je fais un peu passer le temps. Bien, je pense qu'il faut se reconnecter. SSH R. Et là, on reste un peu inactif. Voilà. Et là, on remarque que on s'est déconnecté à partir d'un temps d'inactivité de 4 secondes. Donc, par défaut, c'est aussi égal à
120. Donc ce sont des commandes, si on veut, facultatives. Donc pour pouvoir faire en sorte que SSH marche, il suffit de configurer une interface virtuelle pour le commutateur, physique pour le routeur, pour qu'il puisse être joignable via son adresse IP. Pour le routeur, on peut utiliser n'importe quelle adresse active. Il faut aussi créer une paire de clés RSA, une pour le chiffrement, une pour le déchiffrement. Pour les créer, il faut avoir un nouveau nom d'hôte et un nom de domaine. Ensuite, il faut configurer un compte utilisateur avec username et mot de passe. Ça sera les identifiants utilisés pour se connecter en SSH. Ensuite, configurer les lignes virtuelles. Donc on peut configurer le nombre qu'on veut de lignes. L'essentiel c'est de ne pas dépasser les 16 lignes. Et au niveau de la configuration des lignes, il faut faire en sorte de n'accepter que le protocole SSH et d'activer la connexion en local, donc via la commande login local. Et on termine maintenant avec les commandes qui permettent d'afficher l'état du protocole SSH, les clés, etc. Donc on va afficher celle du routeur, par exemple, du commutateur. Donc soit en console maintenant, soit on va essayer de se connecter directement. Voilà. GTR. Alors, pour voir l'état de SSH, donc ça sera via la commande show IP SSH. Voilà. Donc, on nous dit que c'est la version 2 du protocole SSH qui est activée et le timeout il est égal à 120 secondes et le nombre de tentatives il est égal à 3. Donc ce sont des valeurs par défaut. Show SSH, voilà, ça donne maintenant des informations un peu plus, si on veut, détaillées. On a aussi les comptes utilisateurs qui se sont connectés. Regardez, c'est le compte utilisateur GTR. Il y a par exemple une commande qui permet de voir les clés publiques et privées. Donc c'est show crypto key my public key RSA. Là on a la clé privée et la clé publique. Voilà, on a les deux. Donc la clé, regardez le nom, c'est mon commutateur point le nom du domaine qu'on a créé. C'est pour ça que c'est important d'attribuer un nom d'hôte et un nom de domaine. On peut aussi supprimer la clé, les paires de clés RSA qu'on a créées. Donc au niveau du mode de configuration du terminal, la commande ça sera crypto key. Au lieu de generate, regardez, point d'interrogation. Pardon. On a generate et on a remove. Donc zeros. RSA. Voilà. Bon, il faut dire yes. Do you really want to remove these keys? Voilà. Qu'est-ce qui nous dit maintenant que SSH a été désactivé? Si on essaie de se reconnecter, alors normalement ça devrait pas marcher. Peut-être qu'il faut un peu plus de temps, il faut attendre un peu plus, parce que dès qu'il y a les clés qui sont supprimées, le protocole SSH est désactivé. On termine aussi par le fait qu'au niveau des routeurs, ils peuvent se comporter soit comme étant des clients SSH, soit comme étant des serveurs SSH. Donc des serveurs SSH, c'est lorsque le PC se connecte au routeur. Donc ça on l'avait déjà, si on veut simuler. Maintenant le routeur peut se comporter maintenant comme un client, c'est-à-dire qu'à son niveau là, au niveau de son CLI, il va, par exemple enable, alors que ça on avait mis SSH enable. Alors il faut taper la commande SSH -L, pardon, bien point d'interrogation pour avoir toutes les infos. Voilà, donc -L, on avait créé quel compte? On va faire un show run. Voilà, donc c'était SSHR, voilà, c'est bon. Donc,
SSH moins L SSH R moins V version 2 adresse IP par exemple du commutateur .1.20. On tape le mot de passe, c'était normalement c'est SSH R. Ah, peut-être parce qu'on a supprimé les clés. Ah, le problème c'est que pour simuler le fait que le routeur se comporte comme un client, on va essayer par exemple d'ajouter un routeur. On va juste configurer une interface, donc elle sera par exemple branchée directement à l'autre routeur. Voilà. Non, on va pas opter pour un câble série. On va opter pour un câble croisé. Ah, il n'a pas, il faut lui ajouter. On va faire une copie. C'est bon. Donc là, on va éteindre. Et on ajoute une interface. Voilà. On configure cette interface. On va la faire graphiquement pour être un peu rapide. Alors ça sera par exemple réseau 3.0. 3.10. Et l'autre extrémité, ça sera le 3.20. Et au niveau du 3.20, on va essayer de se connecter en SSH. C'est celle-là. On l'active. 3.20. Voilà. Et là, on va essayer de se connecter à ce routeur. En SSH. SSH moins L SSH R moins V 2 adresse IP du routeur. Par exemple 1.10. On va saisir le mot de passe. Voilà, on est connecté à l'autre routeur. C'est-à-dire que le routeur au niveau duquel on est connecté, c'est le routeur client. Et le routeur auquel on se connecte, c'est le routeur serveur. Donc ça, c'est le serveur et ça, c'est le client. Tout ça pour dire que le routeur peut jouer en même temps un rôle de client ou bien un rôle de serveur. C'est-à-dire qu'à partir d'un routeur, si je suis connecté par exemple via un câble console ou bien via une liaison SSH aussi, je peux me connecter à un autre routeur pour justement l'administrer. Donc à partir de la ligne de commande du routeur, je peux aussi administrer un autre routeur. Donc voilà pour toutes les notions concernant le protocole SSH, aussi bien au niveau du commutateur que du routeur. Donc on a vu les bases, ce qui permet d'avoir une configuration minimale. Ensuite on a vu les commandes facultatives et certaines commandes de vérification, et à la fin on a terminé par illustrer comment utiliser un routeur comme étant soit un client SSH, soit un serveur SSH.